Maud Grunenwald, vous êtes étudiante et préparez actuellement l'agrégation de lettres modernes. Parallèlement, vous terminez un master à distance à l'université d'Aix-Marseille. Celui-ci a la particularité d'être un master de création en éco-poétique. Alors j'aimerais vous demander d'abord ce qu'est l'éco-poétique et ce qu'est un master de création en lettres modernes. Car les générations précédentes d'étudiants, comme la mienne, sont plutôt familiers des masters de recherche. Alors qu'est-ce que c'est d'abord l'éco-poétique? Hem, l'éco-poétique, bah, c'est un mot moi aussi qui m'a à première vue surprise, que j'ai découvert à la faculté, de lettres modernes en licence et c'est un mot qui est un petit peu, gros quoi, que j'ai perçu comme gros au début et dans éco-poétique, on entend déjà la dimension de la poésie et éco de l'écologie. Donc déjà, c'était vraiment l'idée de regrouper dans une même matière littéraire et poétique, mais pas nécessairement poétique finalement, parce qu'on peut trouver aussi dans le genre d'autres choses que de la poésie, mais des enjeux écologiques. Oui, il y a la confusion parfois entre poétique et poésie. C'est la première difficulté quand on doit expliquer le sens de ce mot. C'est quoi la poétique en littérature et la poésie? Alors là, c'est plus simple, c'est un genre littéraire. Alors comment on distingue les deux? Comment on distingue? Bah, je pense que l'éco-poétique, ça recouvre plusieurs genres. Et on peut parler peut-être, oui, il y a en tout cas un sous-genre, la poésie en éco-poétique. Mais je pense que ça relève, par exemple, je sais pas, je dirais de la poétique d'Aristote. En tout cas, qu'est-ce que finalement en littérature, qu'est-ce que pose comme question l'écologie dans la littérature plus généralement. Et après, le genre de la poésie est un autre Une genre, une sous-perspective. sous-perspective C'est de ce genre-là. d'ailleurs la perspective des Halles, c'est de travailler sur la poésie, c'est-à-dire l'éco-poétique de la De la poésie. poésie La spécifiquement. poétique, c'est en fait, si je ne me trompe pas, la création, c'est-à-dire comment les auteurs, les écrivains abordent la question de l'environnement, de la nature dans leurs textes. Oui, On réfléchit un peu à... des enjeux environnementaux. Bon, Et à quel point aussi ces questions-là viennent travailler la structure même des textes. J'imagine aussi comment on écrit, comment les formes des textes peuvent aussi se diversifier, comment on peut écrire autrement aussi. En tout cas, moi, je sais que l'éco-poétique m'a questionnée sur la forme même du texte et la position de l'auteur dans le monde, dans son environnement, en tout cas. Voilà. on a commencé par un peu de théorie, ce qui peut être un peu difficile pour commencer un entretien. Et pourtant, je le disais, c'est pas un master de recherche. Donc, normalement, vous devriez pas avoir travaillé sur la forme des textes, etc. Parce qu'on dit master de création. Alors, qu'est-ce que c'est un master de création? Qu'est-ce qui le distingue d'un master de recherche? Alors déjà, bah, bon, création, c'est aussi on se dit, bon, bah, création, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer? Ce qui le distingue, c'est qu'il y a une forme de liberté, on va dire, dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour la recherche, enfin, on n'écrit pas pour la recherche, on n'écrit pas sur qu'est-ce que c'est l'éco-poétique vraiment, mais on s'empare des questions éco-poétiques pour écrire des formes plus libres et textuelles. Donc, Vous n'écrivez donc pas des textes un peu réflexifs ou non, on n'écrit pas des textes réflexifs, mais je pense qu'on est passé par des matières de recherche pour ça. C'est-à-dire, on étudie des auteurs, on étudie des penseurs de l'éco-poétique pour ensuite, à partir de toute cette recherche qui a déjà été construite, amassée, on prend tout ça pour ensuite écrire, et écrire à partir de cette matière déjà pensée. Donc, vous produisez des textes éco-poétiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme une expérimentation? Vous expérimentez ce que vous apprenez au départ en théorie. Tout à fait. Je pense que c'est ça. C'est une expérimentation de la théorie et c'est comment on arrive
oui, à trouver dans cette théorie des questionnements enfin, à l'intérieur des textes, mais ces questionnements, ils se manifestent par l'écriture elle-même. Mmh. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte a posteriori que ça vous permet d'écrire vous-même des textes éco-poétiques, de mieux comprendre Oui, l'éco-poétique? oui, oui, oui. De mieux comprendre, bah, moi, je suis rentrée dans ce master en me disant vraiment, mais c'est un énorme inconnu pour moi. Il y a plein de X. Je ne sais pas ce que je vais découvrir, je ne sais pas oui, quel territoire je vais rencontrer. Et finalement, je suis rentrée dans l'écriture par ces questionnements écologiques. Ils m'ont aidé à penser aussi, moi, ma pratique d'écriture. Et aussi à me dire, mais pourquoi j'écris? Pourquoi j'écris? Qu'est-ce qui active mon écriture? Qu'est-ce qui me, oui, qu'est-ce qui me contraint aussi à écrire? Et j'ai trouvé dans cette contrainte, finalement, parce que tous ces questionnements écologiques, ils nous amènent à nous contraindre aussi. On est Mmh. contraint par ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et cette contrainte-là dirige. Donc vous liez la contrainte d'écriture, de création et les contraintes qui vont s'imposer, si ce n'est déjà le cas, qui vont s'imposer à nous vis-à-vis de la crise écologique que l'on vit. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai lien, parce qu'il y a un vrai lien, oui. Il y a un vrai lien de contrainte dans un moment fort, je vais dire, et qu'on ne peut pas occulter. Mmh. Et c'est pour ça que c'est venu à moi au début comme quelque chose de «Ah, je découvre», à quelque chose de «Oui, c'est plus important que ça et ça ne peut pas, ne pas être inclus aujourd'hui dans l'écriture». Est-ce qu'on peut dire que que ça s'est fait progressivement, l'entrée dans l'éco-poétique, ou parce que vous disiez que vous aviez écrit avant? Vous écrivez peut-être depuis, longtemps. Est-ce que vous écriviez déjà sur, la nature, sur l'expérience de la nature? Pas du tout, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui m'a réconciliée, on va dire, entre l'écriture et ma façon d'être au monde, c'est-à-dire, je dirais, dans cette force de la contemplation. Comment on arrive à faire un lien entre cette contemplation et ce positionnement de l'écriture. Et j'ai pas beaucoup écrit, on va dire, dans ma vie, mais j'ai toujours eu ce désir-là. Et je pense qu'il l'a fait naître d'autant plus fort. Enfin, en tout cas, l'éco-poétique l'a fait naître de plus en plus fort. C'était comme si c'était un endroit d'authenticité, un moment où se réconciliait mon désir d'écrire et ce plaisir de regarder autour de moi. Mmh. Qu'est-ce qu'il y avait là, quoi. C'est un point de bascule. Mais finalement, pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'intégrer un master pour écrire, justement, des textes qu'on pourrait qualifier d'éco-poétiques, même si l'adjectif peut poser problème? Mais pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas le faire de vous-même, ce point de bascule, cette bascule vers les textes, sur la nature? Bah, deux choses, je pense que à la fois, j'aime la contrainte, me dire, je m'engage quelque part dans un lieu qui va me circonscrire finalement. Parce que je pense que toujours dans la circonscription, on arrive à trouver des horizons plus étendus. Et deux choses, la curiosité. Mmh. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que d'apprendre à écrire? Mmh. C'était vraiment une question. Je me disais, mais comment on apprend à écrire? Est-ce qu'il y a une façon d'apprendre à écrire? Est-ce que, il y a des méthodes pour ça? Et donc ça, c'était vraiment une curiosité. Je me dis, mais je vais m'engager dans un endroit où quelque part, peut-être quelqu'un va pas par magie, mais va me donner des petites billes Mmh. qui peut-être me serviront. Ça, on est vraiment après au cœur des questions un peu polémiques qu'on pose en littérature. Est-ce que l'on peut apprendre à écrire, ou est-ce que finalement c'est un cheminement personnel, libre? J'allais dire que le fait d'écrire dans le cadre d'un master, est-ce que ça ne risque pas finalement de produire des textes qui seraient un peu institutionnels, qui entreraient dans un cadre institutionnel comme celui de l'université? Autrement dit, je voudrais peut-être le formuler autrement. Est-ce que ça ne rend pas plus artificiel les productions écrites que vous réalisez pendant votre master, au sens où des contraintes vous sont imposées
Alors qu'en général, le créateur évite, quel que soit son domaine, rigoureusement de tomber dans l'écueil de la production, disons, même si encore un peu plus polémique, scolaire, hein. Est-ce que ça ne risque pas finalement de produire cet effet et de vous rendre compte à terme que vous n'avez pas été aussi libre que vous l'auriez pensé? C'est une vraie question parce que la contrainte, c'est c'est toujours la question, c'est quelle contrainte on pose et qu'est-ce que la contrainte permet ou empêche. Mais par exemple, si je pense, je sais pas, à l'Oulipo ou des mouvements comme ça qui ont imposé Mmh. beaucoup de contraintes et à quel point c'était créateur. Alors évidemment, là, c'est dans un autre endroit, Mmh. qui est celui de la scolarité, qui est celui de aussi où il y a une forme de hiérarchie, parce qu'évidemment, c'est un professeur qui porte un regard sur le texte d'un élève qui commence ou pas sa pratique, parce qu'il y avait des profils très diversifiés dans ce master, mais en tout cas, c'est aussi la question de la hiérarchie. C'est comment quelqu'un peut porter un regard, peut-être même de toute puissance, on va dire, sur un texte naissant. Donc ça m'a posé question, par exemple. Je me suis dit de quel droit quelqu'un peut vraiment dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça marche pas. Et des fois, je me suis sentie dans une réaction par rapport à ça. Mais C'est même peut-être une vision réactionnaire, parce qu'on est plutôt dans une époque de l'horizontalité en écriture. C'est-à-dire tout le monde écrit et écrit bien comme il veut, et ensuite, ben, son texte rayonne plus ou moins, etc., ou il poursuit comme il le veut son expérience d'écriture. Alors que là, finalement, à la fois, c'est un peu nouveau, les masters de création, et à la fois, il y a comme un fonctionnement qui est déjà un peu daté, enfin, donc une hiérarchisation, une verticalité entre celui qui, ou celle qui écrit et celui qui va juger l'écrit ou le diriger, etc. Donc quand même, je ça vous a... pense que la verticalité existera toujours d'une certaine façon, j'ai l'impression. Parce que pour moi, on est toujours à un moment donné jugé, que ce soit par quelqu'un ou par un lecteur, un public, L'éditeur, un éditeur. Et du coup, cette verticalité, elle existe toujours d'une certaine façon. Je ne crois pas qu'on puisse l'abolir totalement. Parce qu'on voit bien dans les systèmes de trop grande horizontalité, et je parle par exemple dans le théâtre, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, simplement à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend la main pour dire là, on va partir dans cette direction. Là, je pense que. Donc, évidemment, il y a un regard qui prime sur les autres, mais je crois que c'est une histoire de confiance aussi. Et je pense que j'ai fait confiance en mes professeurs parce qu'ils m'ont donné des outils aussi pour que j'ai confiance en mon écriture. mmh. Alors, vous avez continué d'investiguer même ce rapport hein, de confiance, mais aussi un peu de hiérarchie, comme vous disiez, en participant à des ateliers d'écriture en ligne, et en particulier, on peut le citer quand même, à celui de la poète Laura Vasquez. Alors, j'aimerais, et vraiment ne connaissant pas, moi, les ateliers d'écriture, j'aimerais savoir quel en est l'objet de ces ateliers, et qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que c'est ces ateliers d'écriture? Qu'est-ce que c'est? Et comment ça fonctionne aussi, hein, concrètement? Oui, comment ça fonctionne? Alors là, c'est un atelier d'écriture qui est d'autant plus particulier parce qu'il est en ligne, Mmh. donc on ne se voit pas, on ne se rencontre pas directement. Et bon, moi, j'aime beaucoup le travail de Laura Vasquez, et du coup, j'avais une curiosité de comment de comment elle écrit, et de comment, pareil, cette même question de comment on entre dans l'écriture, comment on fait rentrer dans l'écriture quelqu'un, un peu un système de maïeutique aussi. J'imagine, c'est comment on fait accoucher. Et donc, je me suis inscrite comme ça. Donc, c'est toutes les semaines, on reçoit une consigne d'écriture, tous les samedis par mail. Et de cette consigne naissent des textes ou pas. Moi, je n'ai pas écrit toutes les semaines un texte Mmh. parce que je n'aimais pas justement cette idée de surproduire tout le temps, mais j'aimais par contre prendre la consigne et voir ce qu'elle pouvait produire en moi, mais dans un instant T ou 2 semaines après. Donc, ce qu'elle a de particulier, Laura Vasquez, c'est qu'elle part dans son mail d'un salut, bonjour.
Ensuite, elle pose une pensée, une réflexion. Je pensais que on n'écrit jamais seul, par exemple. Ensuite, elle part d'un poète ou d'un écrivain et elle va tirer des recueils, des extraits qu'elle va détailler, euh, oui, finalement, qu'elle va analyser. Et de ces systèmes qu'elle va tirer, elle va en faire une consigne d'écriture. Là, on est dans une poétique, elle explique un peu la manière dont se crée le texte. Complètement. Ouais. Elle explique comment se crée le texte, comment le texte a lui-même ses rouages et comment nous, en tant qu'écrivains, on peut s'emparer de ces rouages pour en faire des outils d'écriture après, des appuis, je dirais. Est-ce que, est-ce que cela ne risque pas finalement d'arriver à une forme de recette d'écrit? Une recette comme une recette de cuisine pour écrire. Et je me demandais, avant de commencer cet entretien, si si tous les participants suivent les mêmes conseils, si ils s'appuient, je dirais, sur les mêmes leviers, s'ils suivent une méthode, pour ne pas dire, je le disais, une recette, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir plus tard, en tout cas pour ceux et celles dont les textes auront été remarqués, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une certaine uniformité? Est-ce que tout le monde ne risque pas d'écrire la même chose? Je pense qu'on n'écrit jamais complètement pareil parce que l'enjeu, c'est de trouver notre ton, de trouver notre langue, mais c'est comment on trouve des appuis dans dans cette recherche. Et que si on... Parce qu'on peut jamais partir de rien. Moi, j'imagine toujours qu'on part jamais de rien, qu'on a lu beaucoup, et donc on est habité par des phrases, on est habité par des mémoires en tout cas. Mmh. Et que donc s'appuyer sur des textes et s'appuyer sur des phrases qui nous sont données, mais finalement qu'on peut s'approprier, je trouve que c'est toujours un bon point de départ de reprendre aussi cette idée qu'on n'écrit pas seul et qu'on commence avec quelqu'un. Et vous disiez, ces lectures, ce qui nourrit pendant des années notre perception de la littérature, ce qui nous plaît aussi en littérature, les auteurs qui vont nous influencer, etc. Ça, c'est un cheminement solitaire, c'est un cheminement personnel. Est-ce que finalement, c'est la même chose que d'avoir quelqu'un qui est un peu un médiateur? Je ne sais même pas si on pourrait pas le comparer à un coach un peu Oui, qui nous donne des conseils. qui nous donne des conseils, qui nous donne bah, oui, mais je dirais aussi qui peut-être qui nous amène sur notre chemin aussi des gens qu'on connaissait pas et qui nous éveille peut-être oui, à des auteurs qu'on connaissait pas. Mais moi, je m'interroge également parce que par exemple, Laura Vasquez propose à la vente une espèce de déroulé de recettes pour écrire. Ça peut aussi poser question. C'est comment, à un moment donné, il y a quelque chose aussi qui se vend dans la façon d'écrire et qui pourrait aussi faire rêver des gens en D'un disant, là, service marchand un peu. d'un service marchand, de dire, bon, bah, alors là, si j'applique ça, alors je vais réussir à bien écrire. Mais je pense que ça, c'est l'écueil. C'est de dire que c'est pas magique, mais que c'est une possibilité d'entrer dans l'écriture, mais qu'il n'y aurait pas une recette magique. En tout cas, c'est des ingrédients premiers. Mais après, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous anime, ça, c'est personnel à chacun, Mm. je dirais. Donc, c'est un peu des ingrédients qu'elle nous donne, mais ça me questionne également sur, oui, quelque chose de marchand, quelque chose qui est donné à la vente comme ça et que on pourrait acheter, oui, Mm. pour nous, quoi. Vous avez donc conscience des écueils possibles, mais pour illustrer et puis aussi mieux comprendre ce que l'on vient de dire, je voudrais en venir maintenant au texte que vous avez écrit pendant votre première année de master. Un des textes sans doute, mais un des textes les plus importants, c'est une courte nouvelle qui s'intitule Perdre les os. Alors, est-ce que vous pourriez dire avant toute chose quelles étaient les circonstances de l'écriture de ce texte et puis les consignes, les contraintes d'écriture, puisque c'est ce dont on parlait tout à l'heure, que l'on vous a indiqué, s'il y en avait d'ailleurs. Ce texte, il est né d'un cours de méthodologie. Donc, c'est un cours où mon prof donc, était scénariste avant pour le cinéma.
Et donc, il fallait qu'on trouve un pitch pour un texte qu'on n'avait pas encore écrit. Donc, l'idée, c'était de trouver dans une seule phrase un événement. Et de cet événement-là, comment on allait le dérouler. Voilà. L'idée, c'était de trouver une problématique, parce que pour lui, selon lui, un texte qui fonctionne, c'est un texte qui peut se dire en une phrase, avec, dans cette phrase-là, un nœud. Qui peut se résumer? Oui, qui peut se résumer en une phrase et qu'on pressente dans cette phrase un nœud. Et du coup, que ce nœud-là soit activateur ensuite de l'écriture. Alors, qu'est-ce que c'est cette phrase, s'agissant de perdre les os? Alors, ça a été d'une difficulté pour moi. Je me suis dit, mais en une phrase, il faut que... Alors, ça a été laborieux pour moi de trouver la phrase. Peut-être que même vous vous en souvenez plus maintenant. Je me souviens de cette phrase. Enfin, je m'en souviens vaguement, mais pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est autant lié à la rivière pour moi? C'est la grenouille. C'est pour moi, c'est un lien très évident. Je me suis dit, mais s'il y a plus de rivière, il y a plus de grenouilles. Et comment la rivière pourrait revenir? Elle pourrait revenir uniquement par la naissance. Et pour moi, la naissance, c'est le début d'une nouvelle chose. Et j'ai associé ces trois éléments. Je me suis dit, la grenouille, la rivière qui a disparu, la naissance, ce sera une femme Mmh. qui va sentir grandir quelque chose en elle. Alors justement, les ah oui, je me demandais, vous disiez qu'il fallait pouvoir résumer le texte en une phrase qui inclut un nœud, mais est-ce que cette phrase, on la formule en amont du texte? Parce qu'on pourrait l'imaginer aussi que vous ayez un peu triché, c'est-à-dire que vous ayez écrit un texte et que vous le résumiez ensuite en une phrase. Ça ne fonctionne pas à l'envers? Ça peut fonctionner à l'envers. Alors déjà, il nous a beaucoup enfin, il a pris beaucoup pour exemple Racine, qui sont donc les plus grandes tragédies qu'on peut résumer en une phrase. Et donc, alors souvent, bah oui, Racine, on prend la phrase après le texte écrit, mais je pense que Racine, avant même d'écrire son texte, avait déjà sa problématique. Bérénice aime Titus, Titus aime Bérénice, et c'est impossible. Mais du coup, je pense que l'inverse est possible. Mais comment, ce qui était intéressant dans cet exercice, c'est comment, en une phrase, cette phrase va nous donner un axe d'écriture Mmh. et va nous emmener. En fait, c'est comme une flèche qu'on va tirer. Et c'est-à-dire que cette flèche, tout le texte va s'orienter pour tirer la flèche, quoi. Alors ça, c'est valable au théâtre, c'est valable sans doute dans le roman, pour une nouvelle, parce que c'est un genre particulier, la nouvelle. Mais est-ce que ce serait valable, par exemple, parce que nous, on s'interroge au l'heure sur la poésie, en poésie? Parce que c'est quand même une autre forme C'est une autre forme, d'investigation, la une poésie. autre forme. Là, Je- vous étiez contraint d'écrire une nouvelle, par Une exemple? nouvelle. Alors, j'étais pas contrainte, mais je pense que oui, c'était plutôt dans le genre de la nouvelle, ça s'y prêtait mieux en tout cas. Le pitch s'y prêtait mieux, de dire il va y avoir un événement et on va faire grandir cet événement. Mais pour la poésie, pour moi, je dirais que c'est différent. Je pense que ça s'appliquerait pas à la poésie. Mais ça, c'est personnel et peut-être que je changerai d'avis. Mais là, aujourd'hui, je dirais spontanément que non. Je pense pas qu'il y ait la même flèche comme ça, une phrase qui résumerait tout un recueil. Je pense pas. Alors, visiblement, votre texte a bien fonctionné, puisqu'il a été sélectionné, vous me le disiez, parmi tous ceux qui ont été écrits par les étudiants inscrits dans ce master. Quel était l'objet de cette sélection et ça aboutit à quoi? C'était comme un concours? Alors là, on revient à notre hiérarchie, c'est-à-dire que c'est mon professeur qui choisissait parmi tous ces textes, qu'on proposait à l'intérieur de son cours, et c'est lui qui choisissait donc trois textes pour être lus au Festival de la Terre. Et bah, là, on a choisi trois et avec des réécritures. Ce qui a été un travail très laborieux pour moi aussi parce que ça, là, c'est la version finale que vous avez lue, mais moi, je suis passée par plusieurs étapes de réécriture sous l'œil de mon professeur du coup, qui m'a aussi donné des billes pour réussir à emmener ce texte dans sa forme la meilleure possible, on va dire, hein, parce que je ne sais jamais comment, enfin, quand un texte est complètement abouti, mais je pense que là, il trouve une forme assez aboutie. Et voilà, c'est mon professeur qui a choisi.
Je me souviens plus après l'autre question. Ben, finalement, ça aboutit à une lecture, vous disiez, c'était ça, hein? Oui, à une lecture en bord de rivière, c'était ça l'enjeu. Donc, dans 3 villages qui sont très asséchés, donc enfin, victimes complètement de canicule, donc vers Cotignac, dans le sud, dans le Var, si je ne me trompe pas. Et donc, c'était une lecture en bord de rivière, donc aussi bord de rivière, proche de fontaines, et voilà, une lecture en plein air. Et alors, en lisant votre texte, j'ai été frappé d'abord par la place qu'occupe la description. Et c'est un procédé inévitable, selon vous, lorsqu'on parle d'un paysage naturel, d'un lieu particulier. Dans les premières pages, vraiment, c'est assez, c'est assez important. Presque l'ensemble de la page est consacré à une longue description. Et je ne parle pas encore du portrait du personnage, on en parlera après. C'est inévitable. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec votre professeur. Je sais pas si c'est inévitable, mais en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose dans, pour moi, c'est pas dans le petit, mais je veux dire que dans la description, il y a quelque chose qui ne semble jamais vraiment avancer. Mais en même temps, c'est toujours très important pour moi de décrire ce qui se passe autour. Où sont les personnages, où est-ce qu'ils grandissent et comment tout ça prend aussi beaucoup de place. Moi, j'aime lire des descriptions et je crois qu'il y a toujours quelque chose qui nous paraît immobile, mais en même temps qui l'est jamais vraiment. Sur- Surtout, moi, j'ai eu l'impression que c'était pas un simple décor, un simple arrière-plan, mais que ça participait vraiment du récit et de ce fameux nœud de la nouvelle. C'était très important pour moi parce que c'est un paysage, moi qui est très important, que je visualise très bien parce que c'est dans la Drôme, c'est un endroit qui est très important pour moi, mais au-delà de ça, c'est pas très important parce que chacun peut se projeter, mais c'est comment ce paysage a été aussi délaissé, on va dire, par les protagonistes de façon générale, parce que finalement, c'est comment il s'est asséché complètement. Du cours d'eau, oui. Le cours d'eau s'est asséché, la montagne est là, et c'est comme si tout ça avait été délaissé. Mm. Et ce qui est hyper central, c'est cette piscine, finalement, qui devient le centre de tout, mais finalement qui est au milieu d'un existant immense et qu'on ne remarque plus, ou en tout cas pour lequel on n'a plus soin, on va dire. Et Mm. ça, c'était important de le remettre au cœur du récit. Alors, il y a une autre chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que votre texte a un rythme très régulier. Je veux dire par là qu'il est composé de phrases simples, de phrases courtes, comme s'il y avait une recherche un peu d'efficacité. Est-ce que c'est cette raison? Est-ce qu'il y a une autre raison, une raison particulière à cela? Est-ce qu'on vous a invité aussi à écrire un texte qui est finalement simple de lecture, tout en ayant ce fameux nœud complexe qu'il faut démêler lentement et progressivement? C'est très intéressant parce qu'il y a un des conseils qui m'est le plus précieux, on va dire. C'est mon professeur, donc j'ai travaillé sur ce texte, qui m'a toujours dit, Maud, toutes tes phrases sont des mondes. Et le jour où tu arriveras à tirer comme sur une carabine, c'est-à-dire enfin enclencher, 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 tirer, ton écriture fonctionnera très très bien. C'est parce que c'est comme si, et là dans ce texte, c'est une tentative d'arrêter de faire de chaque phrase un monde. C'est comme si chaque phrase avançait dans le texte efficacement, donc je pense que c'est aussi un exercice pour moi, mais c'est comme si chaque phrase avançait efficacement pour trouver à un moment donné la phrase qui Mm. décrochera, enfin qui sera au-dessus, enfin pas au-dessus des autres, mais en tout cas Qui permettra d'avancer? qui permettra d'avancer, mais aussi qui permettra à un moment donné de se dire, ah, cette phrase, elle a le mérite d'exister là. Par exemple, à un moment donné dans le texte, c'est quand il est question de la rivière, c'est une phrase qui arrive autrement dans le texte. Mais c'est comment, du coup, on arrive par des phrases simples, par un enchaînement de phrases simples, à faire arriver une autre qui ne l'est plus ou Mm. qui l'est autrement. Mm. J'ai appris ça, voilà. Vous parliez, mais de carabine. En réalité, moi, je vous ai vu mimer un arc. Un arc, Et oui, un donc, arc. l'idée de
tirer, si j'ai bien compris l'image, on tire fort sur la corde. Plus on tire sur la corde, Oui, plus la flèche, sont ces fameuses phrases qui se succèdent, font avancer finalement l'histoire. Est-ce qu'on pourrait dire du coup, pour terminer cette image, que cette fameuse phrase plus longue, ce résultat qui arrive après, c'est un peu la cible, là où la c'est la flèche cible. atterrit? C'est la cible. C'est qu'est-ce qu'on veut cibler dans un texte et finalement, bah, tout ça, c'est des questions, je dirais, de rythme ou de sensation aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence? Et ça, je crois que c'est propre à l'écriture, mais là, encore plus en éco-poétique, à un moment donné, comment l'acteur principal, ce serait la rivière. Hmm. Ah oui, alors justement, en poursuivant ma lecture, j'ai en effet bien perçu la place de la nature, de la rivière, mais pas seulement, les pierres, le soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que sans même que vous ayez recours à l'anthropomorphisme, qui, à mon avis, serait plutôt un écueil ici, on dirait qu'un dialogue pourrait se faire avec la nature. Le lecteur découvre qu'il y a cette tentation. Par exemple, je voudrais en citer un passage seulement. On reviendra sur le personnage que je vais citer, mais Patricia est allongée depuis des heures, le ventre tendu vers le soleil. Par instant, elle a comme l'impression qu'il parle, qu'il se raidit. Il marmonne dans un coin de hanche et Patricia ne sait plus s'il faut le nourrir ou le détendre. Alors, vous êtes d'accord avec cette idée de dialogue que vous avez aussi voulu esquisser à travers ce personnage, un dialogue avec la nature? Bah, c'est vraiment, oui, complètement, parce que il y a à la fois ce paysage qui l'entoure, un paysage de vacances, de grande chaleur, et en même temps, cette chose à l'intérieur d'elle qui grandit et qui l'a fait, oui, se mettre en dialogue avec elle-même aussi. De qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle qu'elle ne comprend pas. Et en fait, aussi ce dialogue très... Finalement, la rivière, elle est très lointaine pour elle. Et c'est comment son corps va la ramener à, à, à quelque chose de primaire, on va dire, et va, va lui faire finalement revenir à un dialogue, à quelque chose qu'elle ne voit plus, qu'elle ne Mm. voyait plus. Enfin, et soudainement, ce corps-là, cet investissement-là par le corps, par le soin aussi, de dire mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce corps aille mieux ou qu'est-ce que là oui la remet en dialogue avec elle et plus largement avec son espace. Et bon, justement, je voudrais y venir à ce personnage central de votre texte parce que je viens de le citer, vous venez d'en parler, c'est Patricia. Est-ce que vous pouvez peut-être le présenter, ce personnage? Vous l'avez déjà un peu fait, mais surtout dire ce qui lui arrive, parce que c'est le cœur même de la nouvelle. Alors ce que j'aimais c'était vraiment proposer un couple très lambda. Mm. C'est-à-dire c'est rien, il y a rien d'extraordinaire dans leur vie. Patricia et Jean. Patricia et Jean, c'est des voilà, ils sont, juste heureux d'être dans leurs vacances, de nager dans la piscine et de c'est une situation très, Très oui, simple, très très simple, courante. très courante C'est vrai. voilà, de vie finalement et c'est comment, à un moment donné, ce couple va être heurté, donc plus précisément Patricia, par un événement, somme toute, extraordinaire parce que, comme peut-être, je ne sais pas, la Vierge Marie, mais quelque chose rentre à l'intérieur d'elle et la transforme et la modifie. Et cette chose-là, on va se rendre compte, finalement, que c'est un être vivant inattendu, qui est une grenouille. Et c'est comment cette femme, oui, dans sa vie tout à fait courante, va venir être enfin, au cœur d'un événement surnaturel Mm. qui est la présence d'une grenouille à l'intérieur d'elle. Alors, on rentre en effet de manière un peu inattendue au départ dans une dimension fantastique, puisque là, on bascule. Oui, c'est une bascule, Voilà, tout on à fait. bascule. Et on ne s'y attend pas nécessairement dans le domaine de l'éco-poétique. On imagine que ceux qui écrivent et qui investiguent un peu cette dimension de l'écriture vont plutôt aller chercher Mm. le réel de la nature, ce que l'on ne voit peut-être plus, etc.
Or là, on découvre une dimension fantastique que les gens qui font de l'éco-poétique en réalité connaissent bien, heu, puisque je crois savoir qu'on étudie, fréquemment, par exemple, la métamorphose de Kafka en éco-poétique à travers le personnage de Grégor Samsa qui est métamorphosé en cafard. Alors là, c'est pas une métamorphose complète, simplement elle va accoucher d'une grenouille en quelque sorte. Qu'est-ce Pourquoi associer la dimension fantastique à l'éco-poétique? Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que ça apporte, bon déjà, au-delà du symbole que ça peut représenter, parce que, j'imagine que oui, il y a quelque chose de symbolique dans la présence, de cette grenouille soudainement qui arrive dans un corps. Mais je crois aussi que les questions d'éco-poétique, heu posent aussi la question de la transformation et comment on est transformé par, notre environnement, mais aussi notre incapacité à le prendre en compte totalement. Et pour moi, je voulais travailler sur des questions fantastiques parce que c'est l'idée d'un retournement. Je voulais que la rivière, non pas se venge complètement, mais qu'il y ait quelque chose de l'ordre de, oui, de la rivière qui reprendrait une forme de pouvoir. Parce qu'on, finalement, on la méprise. On dirait, bah, Mmh. elle est capable Elle de, est asséchée, elle est asséchée, on l'a épuisée et c'est tout. Et là, je voulais que dans cette dimension, et pour moi, le fantastique permet ça. C'est-à-dire qu'elle permet aussi, enfin, le fantastique permet de redonner des pouvoirs à des entités qu'on ne soupçonne pas. mmh. On dirait, bah voilà. Et donc là, pour moi, la présence de la grenouille, c'est un retournement. Est-ce que c'est pas aussi une manière de montrer que les hommes, à travers le personnage de Patricia, font partie intégrante de la nature et donc de la rivière? Complètement. Ils habitent, ce sont des riverains, ils habitent au bord d'une rivière depuis longtemps, ils ont donc c'est des oui, c'est des êtres aussi de la rivière, qui sont proches de la rivière et c'est comment aussi ça parle, j'imagine, enfin, des appartenances. Comment aussi on ne peut pas complètement se détacher des lieux où on habite et la grenouille, pour moi, ça symbolisait aussi le fait que on a toujours quelque chose de la rivière en nous. Mmh. Et j'ai remarqué, alors ça, c'est vraiment une question, que je me suis posée qui vient simplement, c'est Patricia, c'est un personnage qui est seul. Seul au sens où ce qui lui arrive, elle le vit seule. Elle ne le partage pas avec son conjoint Jean. Et je reviens à la métamorphose de Kafka. Le personnage de Grégor, il vit sa métamorphose seul, Mmh. sans le regard de ses proches. Pourquoi est-ce qu'on est tenté quand on écrit et quand on raconte ce type d'histoire, ces transformations, ces métamorphoses, ce côté fantastique, d'en faire des personnages seuls qui ne le partagent pas avec les autres? C'est vrai qu'il y a C'est parce que c'est surnaturel et que c'est bah, il y a une dimension d'inexplicable aussi. on ne peut pas l'expliquer On à ne cent. peut pas l'expliquer et il y a quelque chose qui qui nous est propre aussi parce que c'est notre corps, parce que c'est et cette dimension d'inexplicable, oui, elle est au cœur de ça. C'est comment on n'arrive pas à dire ce qui nous arrive et ça, on n'arrive pas à le partager. Oui, c'est quelque chose de trop intime, de l'ordre de l'intériorité. Et c'est peut-être pour cela que même si Jean et son conjoint, même s'ils ont une intimité, eh bien, elle le garde pour elle. Elle le garde pour elle parce que aussi, je pense elle s'en rend compte à la toute fin et on s'en rend compte à la toute fin aussi du récit, nous aussi, enfin, je pense en tant que lecteur, Oui, de ce qui va naître de ça. oui. Mais elle ne l'explique pas et c'était aussi l'enjeu du texte. C'était comment on sent que quelque chose grandit, s'humidifie, voilà. Mais on ne sait pas non plus. Comment on ne sait pas, quand on est une femme, que l'on va perdre les os, à quel moment on va perdre les os, et à quel moment il va falloir assez rapidement se rendre à la maternité pour Complètement. accoucher. Donc là, c'est comme si finalement l'histoire, la nouvelle se terminait sur l'accouchement. Sur C'est pas l'accouchement. ce qui va se passer après. Mais justement, votre texte, il aurait pu se poursuivre. Il aurait pu se poursuivre, mais vous avez eu de contraintes aussi pour le terminer. Et puis le genre de la nouvelle est une contrainte. La nouvelle, c'est quelques pages, ça ne peut pas être un roman. Mais si on vous avait demandé de le poursuivre,
dans un autre cours. Oui. Que- Est-ce que, est-ce que vous auriez pu poursuivre cette histoire? C'est aussi toute la question que je me suis posée en écrivant ce texte, c'est quel est le point de départ et qu'est-ce que je voulais dire au final? Et je crois que c'est un vrai point final pour moi parce que je voulais finir sur un début de... Donc c'est-à-dire c'était, elle accouche dans cette rivière d'une petite chose verte. Et qu'est-ce que cette petite chose verte va devenir? Nul ne le sait, mais on sait que c'est le début de quelque chose. Et j'avais envie d'être dans juste cette ouverture géante et de ne pas. Pour moi, il y avait rien après ça. Hmm. Il pourrait y avoir, bien sûr, on pourrait imaginer que devient la grenouille. Est-ce qu'il y a un lien entre Patricia et cette grenouille? Comment elle va le dire à Jean? Qu'est-ce que tout ça? Mais je crois que j'avais envie de juste laisser ce croassement et de ne plus fermer. Pour moi, les sens étaient les plus ouverts à cet endroit-là. Oui, parce que je me suis demandé si on ne risquerait pas, vous ne risqueriez pas, en poursuivant le texte, de rentrer dans une dimension d'abord trop didactique et peut-être trop morale. Et puis aussi parce que le fantastique, c'est précisément quelque chose ou le surnaturel qui ne s'explique pas. Vous y référence un peu à la Vierge Marie. On n'explique pas dans les religions les mystères. Complètement. On Voilà. n'explique pas les mystères. Et puis, j'ai trouvé intéressant que vous parliez de l'inconnu parce que finalement, sur les questions écologiques, sur les dérèglements que nous vivons et les conséquences qu'elles vont avoir, on les anticipe, on les connaît, la science le dit, mais il y a aussi toute une part d'inconnu. Et c'est aussi peut-être en pensant à cela, cet inconnu-là, en faisant ce rapport entre l'inconnu de ce que nous vivons, des sociétés les nôtres, de sociétés qui vivons dans la réalité de notre monde et des règlements, que vous vouliez peut-être ne pas poursuivre. Aussi pour ça, parce que oui, il y a une donnée inconnue immense de catastrophes, de cataclysmes. Bon, là, on le voit bien, d'incendies. Il y a quelque chose sur lequel, enfin, on ne peut pas, en fait, tout anticiper. On ne peut pas tout savoir. Et je voulais rester aussi sur cet inexplicable et cet inexpliqué. Voilà, de rester juste sur ce symbole-là, que quelque chose peut se retourner contre nous ou avec nous. Mais en tout cas, qu'on est pris aussi physiquement dans quelque chose qui nous dépasse. Parce que je me suis dit que c'était peut-être pas symboliquement, en tout cas, une mauvaise nouvelle qu'elle accouche d'une grenouille. Non, non, ça ne l'est pas. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est... En tout cas, je voulais aussi le voir comme une espèce de présage. Quelque chose, c'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. La grenouille, elle a une grande symbolique aussi dans d'autres cultures. Et puis, c'est un animal de l'entre-deux. C'est à la fois de la terre, de l'eau, C'est un animal qui, même dans les ères préhistoriques, enfin, qui a évolué d'une façon complètement marginale. Et j'aimais ce symbole-là aussi ouais, de l'entre-deux, on va dire. Entre l'assèchement, là, tout ça. Alors pour terminer cet entretien, j'ai envie de vous demander, à vous maintenant, comment vous imaginez la suite de votre parcours, parce que vous êtes très jeune, donc est-ce que vous avez déjà une idée de la manière dont vous allez poursuivre ce travail? Et d'un autre côté, est-ce que l'avenir vous fait peur aussi par rapport à ce que nous vivons? Alors, je vais commencer par la deuxième. Je dirais que oui, il y a quelque chose en tout cas qui crée de la brûlure. Vraiment, quand on sent que quand je vais dans les forêts, les pinèdes et que j'apprends, que je passe et que tout est carbonisé, il y a vraiment une brûlure physique éprouvante à assister à cette dégradation. Et c'est comment je crois que de tous ces lieux de mémoire, d'enfance, de ces attachements, parce que la question de l'attachement, elle est importante, je crois, qu'on peut écrire à partir des territoires attachés, auxquels on est attaché. Et je crois que la suite de mon parcours, ce serait d'écrire sur ces territoires de l'attachement, de la rivière,
de la disparition de façon plus grande, de la disparition d'un proche, et d'entrevoir peut-être aussi que tout ce vivant, c'est un proche aussi. Et il y a quelque chose de la, oui, d'un lien profond. Et je crois que la suite s'orienterait là aussi, et peut-être dans cette rivière asséchée, qui est un thème qui est important pour moi, peut-être corrélé à la disparition d'un être, et comment, en tout cas, comment tout ça se co-réalise en moi. Voilà. Et pour la poursuite, puisqu'on a commencé sur le parcours universitaire, hein, Bien, là, je sors du parcours universitaire, donc maintenant, c'est comment je vais pouvoir grandir de toutes ces questions que m'a posé le master, et que je me pose aujourd'hui. Et je voudrais continuer plutôt dans le domaine de la poésie, mais aussi, bon, bah là, dans un roman aussi. Mais donc de la montée des eaux, là, c'est un travail sur la montée des eaux, sur le territoire aussi, côtier principalement. Donc des sujets qui ont été des germes pour le master et que je veux déployer encore plus loin. eh ben merci Maud Merci Tenenbaum. beaucoup, David.